Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Séries et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Séries, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast. Il fait ça avec ses mains, tu vois, comme les Éternels. Et tu vois toutes les ondes, tout le montage en fait qui se fait sans qu'on le sache. C'est un Éternel, Alain. Il fait ça et les potards bougent tout seuls. Son petit côté doré. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs qui vous livreront leurs critiques coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils sont toujours au rendez-vous. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, il a l'ouïe la plus fine de toute la podcastosphère et il manipule les ondes comme personne. Bonjour Alain. Rien que ça. Salut Clémence. J'y crois pas une seconde. C'est faux. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on ressort les costumes moulants et les super pouvoirs. On va parler du dernier film Marvel. Depuis 7000 ans, ils remplissent leur mission, ils sont là incognito. Ils laissent les humains vivre leur vie, mais sans qu'on le sache, ils les protègent. On les appelle les Éternels. Et les Éternels, ça faisait quelques millénaires qu'ils se tournaient les pouces, faute de déviants à combattre. Les déviants. Mais si, les déviants, ces créatures monstrueuses, les ennemis les plus anciens de la race humaine. Les déviants, donc, on les pensait disparus et les Éternels vivaient leur vie tranquillou après une petite reconversion professionnelle. Sauf que les déviants réapparaissent mystérieusement et forcément, les Éternels reprennent du service pour sauver l'humanité. Pour ce 26e film du MCU, le Marvel Cinematic Universe, la Maison des Idées a confié la caméra à Chloé Zhao. On avait déjà évoqué son travail dans un précédent épisode de Sale Temps pour un film. On y chroniquait Nomadland, le drame sorti en juin dernier et pour lequel elle a reçu les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisatrice. Côté scénario, c'est aussi Chloé Zhao qui s'y colle, aux côtés de Matthew et Ryan Firpo et Patrick Burley. À l'écran, les super-héros au nom de divinités grecques sont incarnés par un casting 4 étoiles, Gemma Chan, Angelina Jolie ou encore Salma Hayek, mais on retrouve aussi deux têtes bien connues des fans de Game of Thrones, Richard Robb Stark-Madden et Kit Jon Snow Harrington. Est-ce qu'une réalisatrice doublement oscarisée et une brochette d'actrices et d'acteurs appréciés du public sont la formule magique pour que Marvel tire son épingle du jeu ? En tout cas, aux États-Unis, les préventes ont dépassé celles de Shang-Chi et de Black Widow sur les premières 24 heures. En France, les Éternels sortent ce mercredi 3 novembre, mais évidemment, nos chroniqueurs sont dans le futur et l'ont déjà vu. Alors, Julien, Stéphane, les Éternels, on va le voir au cinéma ? Non, faut arrêter maintenant. Faut arrêter Marvel. Faut arrêter. Non, parce que ça ressemble exactement aux séries télé que vous voyez sur Disney+, ou aux autres films Marvel que vous pouvez voir sur Disney+, sans avoir vraiment besoin de voir ça sur très grand écran. Bon Alain, tu peux remballer, hein. Allez, salut. Non, on va quand même développer un petit peu ça. Donc là, je sens que je vais devoir tirer à la courte paille parce que sinon personne va vouloir y aller. J'y vais. Alors, donc, moi, je suis Julien, puisque tu me présentes pas, Clémence, merci. Mais tout le monde connaît ta voix évidemment. Merveilleuse. On vient de le voir, donc c'est un petit peu difficile d'analyser. Pardonnez-nous, nous, du coup, si c'est pas hyper fin, quoi, comme analyse. Mais moi, déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est l'ennui, quoi. C'est ça qui prévaut. C'est monstrueusement ennuyeux. Le film dure 2h37. Ah ouais, tu les sens vraiment passer. Je me suis rarement ennuyé comme ça devant un film
films ces derniers temps, quoi, y compris des films que je n'aime pas du tout, hein, comme Dune ou le dernier James Bond, qui pâtissent déjà de rythme extrêmement lent. Et après, c'est toujours la même chose en fait avec ce constat-là, le constat de l'ennui, c'est de se dire mais pourquoi je m'ennuie exactement ? C'est pas intéressant de dire c'est ennuyeux en soi. Il n'y a pas de film ennuyeux. C'est très compliqué la question du rythme au cinéma et de l'accroche en fait du spectateur. Et c'est là en fait où on rentre dans le dur et dans ce qui à mon sens constitue les véritables problématiques de ce film. Je pense que bon, il y a plein de choses hein, dans les problèmes du film, mais je pense que vraiment il y a un truc qui est c'est trop gros en fait quelque part. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que le principe des Eternals, c'est de revenir à la substantifique moelle des mythologies du monde entier, pour en tirer un groupe de super-héros qui serait censé être représentatif de toutes les divinités qui ont pu traverser les époques. En gros, c'est faire une histoire de la mythologie condensée en 2h45. Et du coup, et ça c'est très 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 mal géré, je trouve, par Chloé Zhao, hein, en particulier Chloé Zhao. Vraiment, c'est elle que je rends responsable de ça. C'est-à-dire que alors, il est indéniable qu'elle a dû composer avec les diktats de Marvel. On sait que c'est un studio qui maîtrise énormément tous les films qui sortent sous cette bannière-là. D'ailleurs, il est assez ironique de voir la quantité phénoménale d'artistes de cinématiques. Ce sont les storyboards en images de synthèse un peu primitives qu'on conçoit bien avant que le film ne soit tourné. Et c'est à partir de ça en fait que sont conçues les scènes d'action des Marvel. Et c'est en général des conceptions qui échappent totalement au regard du réalisateur qui est attaché au projet. Et donc là, ça contredit un tout petit peu le fait que le film soit vraiment vendu comme ça, comme le nouveau film d'une réalisatrice, d'une nouvelle autrice en pleine possession de ses moyens et en plein essor. Mais le truc, c'est que je trouve que il n'y a pas de... D'une part, elle n'arrive pas à tirer de cohérence. C'est-à-dire que tu passes d'un univers à un autre, d'un pouvoir à un autre, d'un milieu à un autre, et je sais pas, moi, pour moi, c'était un imbroglio, une espèce de melting pot, pas du tout... c'est pas tenu, quoi, tout ça. Et il y a aussi un autre gros problème qui est cette incapacité de gérer le macro et le micro, ce qui est le fondamental, à mon sens, hein, dans un récit comme ça, qui essaye en même temps de ne pas s'aliéner les spectateurs. Parce que raconter les destins de divinités, c'est, je pense, d'office d'aliéner une partie du spectateur, voire tous les spectateurs, quoi. Donc ils essayent parce que c'est trop grand, c'est trop énorme, les enjeux sont trop gigantesques pour le pauvre humain que nous sommes. Donc il y a une espèce de volonté comme ça de contrebalancer le côté divin avec des choses qui sont finalement très quotidiennes. Et moi, je trouve que dans le film, ça marche pas. Enfin, je sais jamais sur quel pied danser. J'ai pas de point d'accroche en fait sur ces personnages. C'est vraiment difficile, quoi, je trouve. C'est-à-dire que contrairement aux précédents films Marvel, on avait pour beaucoup un film consacré à la backstory, d'un héros. Ouais. Et là, on les découvre tous d'un coup. Ouais. Il y en a beaucoup en plus. Non, mais c'est vrai. Mais ça fonctionne aussi avec ça, quoi. C'est-à-dire que c'est trop gros, encore une fois, pour elle. Le truc aussi où j'ai envie de dire que c'est trop gros pour elle, c'est dans l'échelle d'une partie de l'action. C'est-à-dire qu'un des trucs que moi je sauve, ce sont quelques visions qui, pour moi, pour le coup, évoque vraiment littéralement ce que je pouvais voir dans certaines planches de Jack Kirby, l'auteur des BD, hein, qui est souvent dont se réclament souvent ces films-là sans jamais réellement arriver à son niveau, parce que c'était un vrai génie, le mec. Et là, il y a quand même 2-3 trucs où j'ai retrouvé cette saveur-là avec l'humain, enfin en tout cas l'Eternal, c'est pas vraiment un humain, mais disons qu'il est à l'échelle humaine, réduit à une tête d'épingle en fait, face à une créature absolument dantesque, gigantesque et tout. Et ça, bon, au moins j'ai ce plaisir-là. C'est vrai, hein, je l'ai pas eu beaucoup. On se souvient que Galactus n'avait pas été traité dans les 4 Fantastiques 2, par exemple. C'était l'occasion justement de traiter ce type d'imagerie. Et moi, je l'ai pas eu beaucoup, ça, dans les Marvel, voire pas du tout. Et au moins, il y a ça. Mais le problème, c'est que ça, Chloé Zhao et son équipe n'ont aucune
faculté à traiter cinématographiquement ça. C'est-à-dire que quand ça arrive, il y a une grosse séquence où ça arrive et c'est des images purement illustratives, c'est-à-dire que on te raconte en voix off ce qui est en train de se passer, mais finalement l'image est là pour illustrer la voix off. C'est pas l'image qui te raconte, c'est vraiment la voix off. Et le final, c'est la même chose. Je trouve que l'échelle est ramenée encore une fois à l'humain, alors que c'était l'occasion justement dans le final de ramener ça à une échelle absolument dantesque, quoi. Et il y a un vrai échec de cinéma en fait là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un projet cinématographique qui est sous-jacent ici et qui n'est pas du tout traité. Voilà. Donc ça, pour moi, ce sont les grosses problématiques de ce film effroyablement ennuyeux. Stéphane, t'es d'accord avec cette analyse ? Ah oui, totalement. Mais alors moi, je vais peut-être même aller un petit peu plus loin que Julien, en fait, sur ce point-là. C'est que, bon, pourquoi est-ce que nous, en fait, les gens savent qu'on n'aime pas Marvel, hein, forcément. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à les traiter, puisque c'est quand même des grosses actus, hein, il y a cette logique-là. Et peut-être il faut préciser que l'idée, en fait, de les juger, en fait, ces films-là, c'est de les juger à l'aune, alors, soyons larges, de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, et non pas de l'histoire du cinéma de ces 15 dernières années, voire en fait de l'histoire du cinéma de Marvel, parce que tout le principe de Marvel, en fait, c'est d'être en vase clos dans sa propre création et de dire, alors là, c'est notre version autorisante de Marvel, là, c'est notre version, etc., etc. Et en fait, le truc militante, afro-américaine sur Black Panther, enfin, etc., etc. Et en fait, tous ces trucs, en fait, toutes ces, entre guillemets, approches, finalement, c'est pour resservir le même film, mais avec un autre angle. Alors, est-ce que nous, on le regarde le verre à moitié vide, ou est-ce que les gens regardent le verre à moitié plein ? Je sais pas, en fait, quand ils apprécient ce genre de film. Toujours est-il qu'un film comme Les Éternels, c'est, j'ai l'impression, pour l'instant, très bien reçu par rapport à sa sortie, quoi. À mon grand étonnement, effectivement, il est très attendu. J'ai vu sur Rotten Tomatoes, c'est à moins de 70% quand même. Ah bon ? Film, ah d'accord. Ouais. Bon bah écoute, il y a peut-être un dieu, effectivement, contrairement à ce que le film a l'air de dire, quoi. Mais et le problème, en fait, là-dedans, c'est que pour moi, il y a cette espèce d'idée. Moi, pour moi, un film comme Les Éternels, c'est du... Pour prendre un terme, tu sais, le greenwashing, là, tu vois, quand tu dis du greenwashing, quand c'est des gens qui essayent de te faire croire qu'ils sont écolos et en fait, si tu veux, c'est surtout de la pub, en fait, bah là, c'est du spiritually washing, en fait, pour moi, quand je regarde ce film-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, je vais aller encore plus loin que ce que je dis Julien, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression, en fait, que l'idée, automatiquement, ça soit de dire, nous, pauvres humains, on peut pas comprendre automatiquement des enjeux aussi énormes, c'est qu'il y a un vrai déni de cette mythologie. C'est-à-dire de la part de la personne qui fait le film, c'est-à-dire de la part de Chloé Zhao, contrairement à ce qu'elle pourrait avancer, parce qu'elle a l'air justement de s'avancer avec cette espèce de notion de faire un film spirituel, de faire un film sur la nature, etc., parce qu'elle s'en vante en fait. Et d'ailleurs, Kevin Feige a dit la même chose, hein, le producteur. Il a dit ouais, c'est incroyable, il y a des décors naturels. T'as envie de le dire, mec, ça fait 10 ans que vous tournez en fond vert, donc si d'un seul coup tu sors dehors et que tu te rends compte qu'il y a des décors, c'est bien pour toi, mais tu vois, enfin, je veux dire, oui, c'est pas. Mais d'un seul coup, en fait, il y a des décors naturels. Dans tous les autres films, t'as envie de leur dire, ça arrive. Mais il y a des décors naturels dans un Marvel. C'est ça que je dis quand je dis. Chloé Zhao, elle en sait quelque chose, ces autres films. Sauf que oui, alors si tu compares ça évidemment à Nomadland ou un autre film, non, il y a pas de. Enfin, les décors naturels sont sont surchargés d'effets spéciaux, sont surchargés de tout ce que tu veux, etc., etc., etc. Et ce film, en fait, est fondamentalement à 80% un film Marvel normal de base, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas plus, il y a autant d'actions finalement. On se fait chier, hein, je suis d'accord avec Julien, mais il y a autant d'actions que dans les autres films, il y a autant de bastonnades, de machins, et elles sont faites exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une baston sur la plage au début contre les déviants, c'est ça, qui sont fondamentalement des créatures dont le design est complètement basique, en fait, que tu as vu 150 fois dans des films de monstres ces 20 dernières années. Et cette baston, il y a 4 persos qui s'attaquent à 3 créatures, tu sais pas qui est quoi ou comment sur la plage. Moi c'était pas compliqué, je comprenais pas du tout. Les mecs, ils atterrissent au même endroit, et je comprenais rien au découpage de la séquence. C'était vraiment, je me disais, ok, qui attaque quoi, pourquoi, comment. Et c'est la scène qui est censée te présenter les personnages et qui est censée te présenter, en fait, leur capacité. Parce que chaque éternel a un pouvoir différent.
Voilà. Ça, c'est pareil, c'est pas hyper bien maîtrisé, je trouve, en fait, c'est-à-dire dans la façon de présenter les personnages. Quand je parle de déni, il y a une scène au début, en fait, où ils font une blague parce que le personnage de Rob Stark, je vais dire Rob Stark, l'acteur, là, j'ai oublié son nom. Celui qui joue Icaris. Icaris, en fait, ils font une blague sur Icar et en fait sur le fait que ils ont raconté une comment dire une légende. Enfin, ils ont inventé une histoire. Voilà, et en fait c'était une blague qu'on a fait en se bourrant la gueule un soir à Athènes, tu vois, à l'époque. Et donc en gros, tu te dis ok, donc en fait votre façon de traiter un mythe fondateur de l'histoire de l'humanité qui explique le rapport de l'homme à la technologie, le rapport de l'homme à tout ça, c'est une blague de merde en fait dans Marvel, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je parle de déni de la mythologie, c'est-à-dire que en fait, on te présente des personnages qui sont censés être des personnages ultra mystiques, qui ont un pouvoir sacré, qui arrivent sur Terre pour des raisons spécifiques, même si c'est encore très mystérieux. Plan d'après. Quand tu passes en fait au jour de, enfin quand t'es aujourd'hui, quand t'es dans le monde moderne, elle est en train de regarder son téléphone. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que quelqu'un en fait qui a passé littéralement 7000 ans sur Terre peut être fasciné par un iPhone ? C'est quoi la logique en fait de ce que vous racontez, quoi. Et c'est là en fait où moi je pense qu'il y a alors ça c'est une chose, hein, mais il y a aussi la façon dont la narration est gérée. Elle prend une photo du couteau qu'elle donne dans la séquence pré-générique, hein. Elle est pas fascinée par son téléphone, elle regarde pas les réseaux sociaux. En fait ils le disent, ils disent qu'elle est comment dire, qu'elle lâche pas son téléphone de tout le truc. Ah ouais. On la voit 4-5 fois avec son téléphone si tu veux. Et en gros, elle fait un face swap aussi pour se vieillir, enfin pour vieillir. Oui, oui, c'est vrai, il y a cette scène là. Non mais parce que dans la séquence d'ouverture, elle photographie le couteau qu'elle donne au gamin juste avant en fait, quoi, et qui est exposé dans un musée à Londres. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit obsédée par son téléphone, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Non, puis de toute façon, il y a... Mais je pense, moi je vois surtout là-dedans une fusion qui est encore une fois compliquée entre les dictates Marvel, parce que les gens te disent ouais c'est un Marvel qui change, mais non, c'est pas vrai. Je veux dire, t'as les blagues systématiques qui reviennent annuler tout ce qui est un peu trop dramatique, enfin tous ces trucs qu'on a déjà identifiés chez Marvel depuis longtemps. Et je pense que ça, par exemple, c'est un truc qui est... Enfin, le gag avec le face swap et l'appli, là, le filtre qui fait vieillir, c'est ça, c'est typique, en fait, du gag Marvel à la noix. La séquence d'ouverture, par exemple, dans le monde contemporain, au moins, il y a l'utilisation de Time des Floyd, bon, qui a un petit sous-texte sympa, quoi. Moi, ce que j'essaye d'opposer, en fait, là-dedans, c'est l'aspect, on va dire, mystique, légendaire de ce que les personnages sont censés représenter, tels qu'ils sont présentés dès le début. L'héroïne, une des personnages principales, c'est Cersei, c'est Circé en fait, c'est la déesse Circé qui dans la mythologie crée des filtres, des potions, et surtout... C'est une sorcière, ouais. C'est une sorcière, oui, c'est une sorcière, pardon. Et surtout, elle est capable de métamorphoser les choses. Et c'est effectivement le pouvoir de Cersei dans le film. Elle peut transformer... Mais alors je pense que ça vient du comics original, mais ce mélange en plus, moi ça m'a gêné un tout petit peu. C'est-à-dire, je suis pas un exégète de la mythologie grecque, gréco-romaine ou encore moins asiatique et tout. Mais alors ce mélange il y a quand même une hiérarchie dans l'importance des personnages, enfin des êtres en fait dans cette mythologie, et ça a un sens, quoi. Tu mélanges pas Athéna avec Circé. Ah, mais là tout est mélangé. On a aussi Gilgamesh. Je sais, ça je pense que ça vient de la BD, donc je vais pas m'épancher trop là-dessus. Mais moi ça m'a dérangé. Enfin, je sais pas, il y a un truc, je suis peut-être trop fixé là-dessus. En fait, il y a, je pense, la problématique de toute façon que ces mythologies-là ne sont pas forcément, elles n'infusent pas forcément le récit du film de toute manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une structure aussi dans le film qui fait que, et c'est une structure qui est à mon sens très très mal gérée, parce que, et je parle aussi quand je parle de déni de mythologie, je parle de déni de narration aussi, parce que la mythologie c'est quoi ? C'est la narration appliquée à la comment dire, à l'existence de l'humanité en fait. C'est-à-dire que c'est en fait les histoires qu'on se raconte depuis maintenant 2000 ans, 3000 ans. Et en gros, ce déni-là, il est aussi dans la narration, parce que fondamentalement, il y a un truc, alors est-ce qu'on spoil vraiment, mais il y a, en fait, ils sont là pour une raison spécifique. Ok, et donc ils vont devoir s'opposer entre eux. Et dans cette opposition, c'est un truc qu'on te révèle au bout de 1h40 de film. Et en fait, ça remet en question tout le comportement d'un personnage spécifique, en fait, en l'occurrence Icarus, je sais plus comment il s'appelle dans le truc, enfin bref, voilà. Juste, comment dire, et je me suis dit, mais si c'est ce que tu avais en tête depuis le début,
pourquoi tu reviens, comment tu reviens, pourquoi tu les as pas tous butés, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Et en fait, ça devient complètement absurde. C'est un reveal, hein, c'est un twist, tu vois. Et en gros, ça devient complètement absurde. Et surtout, tu te dis, mais en fait, c'est un truc. Au lieu de le traiter comme un twist, vous devriez le traiter comme fondamentalement ce que le personnage est censé être, ce qui l'anime en fait depuis qu'il est sur Terre, depuis 7000 ans. Au lieu de, comment dire, et c'est pas grave si c'est pas un reveal, c'est pas grave si c'est pas un twist, mais juste en fait vous montrer le mec progressivement, dire je suis là pour une raison spécifique, voilà pourquoi je me comporte comme ça, et en fait quitte à le montrer un peu borderline, quitte par rapport au reste. Or le problème c'est que en traitant ça de cette manière-là, ça arrive comme un espèce de cheveu sur la soupe en fait en termes de narration, et surtout fondamentalement c'est comment dire, enfin pour moi ça m'apporte de l'eau à mon moulin, parce qu'en fait toute l'idée générale encore une fois d'un film comme ça, pour moi c'est de dire en gros il y a quelque chose de plus grand chez l'être humain, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, il y a un machin etc., mais bon enfin tu vois je veux dire finalement on est tous pareils, on a envie de faire des face swaps et on a envie de dragouiller des gens dans des pubs et on a envie de, tu vois, etc. Et les éternels, comme nous, c'est pareil, tu vois. Et là tu te dis mais en fait c'est un problème par rapport à ce que tu vas raconter. Et le truc en fait qu'il faut rajouter peut-être sur le film, c'est que d'après ce que j'ai compris, alors est-ce que c'est de la pure com ou pas, mais ça serait Chloé Zhao qui serait venue les voir pour leur dire je vais vous proposer en fait d'adapter les éternels moi-même etc., et qu'ils ont fait banco quoi sur un pitch. Elle a pitché avec plein d'autres réals hein. Ah oui, mais elle voulait spécialement le faire, mais apparemment ce qu'elle raconte, mais bon, c'était pas la seule à pitcher quoi. Donc c'était quand même sur la table, c'était pas. Ah oui, bien sûr, c'était annoncé par Kevin Feige. Enfin, je suis pas forcément les Marvel à fond, mais je crois me souvenir que c'était annoncé par Kevin Feige comme faisant partie de la phase 4, enfin être un élément important de la phase 4 avant que Chloé Zhao soit attachée au film. Si mes souvenirs sont corrects, hein, en tout cas. Ouais, les scénaristes par exemple ont été annoncés avant que Chloé Zhao soit dedans. Mais le truc en tout cas, c'est que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que au-delà en fait même de ce qu'elle veut véhiculer comme message derrière le film en fait, et ce qui à mon avis elle se trompe lourdement, enfin elle se rate quoi, le fait qu'elle fasse ce film là après avoir eu son Oscar, même si c'est tombé on va dire dans le bon sens, c'est un très bon coup comment dire pour sa carrière quoi, mais pour sa carrière voilà. Pour Marvel je pense que ça apporte pas grand chose comment dire pour la thématique qu'elle veut traiter, ça apporte littéralement rien. Donc on retombe en fait sur l'idée que ouais, ça ressemble à un petit film de mondain quoi, ça ressemble à un petit film de petites personnes modernes en fait qui moi j'ai l'impression en fait que c'est un film qui en fait les gens qui pourraient trouver ce film spirituel, c'est les gens qui vont faire du yoga une fois par mois quoi, et qui en fait se disent je suis spirituel, je fais du yoga une fois par mois, ou je fais et tu te dis mais non, c'est pas, enfin c'est intérieur ça, c'est pas comment dire c'est pas quelque chose que tu pratiques parce qu'en fait la société te dit qu'il faut que tu le pratiques et que c'est bien, t'es calme en fait, tu vois, d'un seul coup tout va bien quoi. Donc voilà, enfin moi ce film là j'ai vraiment eu l'impression de regarder un truc comme ça où je me disais bon, et puis effectivement 2h37 d'enjeu, c'est un film qui traite de la fin du monde, encore une fois t'as pas du tout l'impression que c'est la fin du monde. C'est-à-dire que en fait, en gros, tu vois pas un seul moment donné en fait la moitié de la Terre se faire éteindre, si tu veux, ou sur le point de flipper, ou la moitié de l'humanité en train de. Voilà. Il y a un truc qui m'a marqué quand même, et c'est au tout début du film, et c'est pas un gros spoil, hein, mais l'histoire commence avec un tremblement de terre. Il y a un séisme, et il y a un des personnages principaux qui est dans sa classe à ce moment-là avec ses élèves. Tout le monde va se mettre sous les tables, etc. La scène s'arrête. Et on la retrouve au pub le soir avec ses potes. Et le séisme, manifestement, ça s'est passé dans le monde entier, mais personne n'en parle, les pubs sont ouverts, les gens font la teuf. On en parle vaguement, mais en tout cas, c'est un truc qui revient pas. En tout cas, on en parle à la télé. On t'en parle au début, tu te dis, mais ça va monter. Ouais. Il y a peut-être un truc que j'aurais quand même rajouté, peut-être. Enfin, non, tu vas redire un truc, Stéphane. Non, en fait, j'allais juste dire, donc voilà, dans tous ces logiques, en fait, un peu, voilà, mais le personnage, par exemple, de comment il s'appelle, Kumail Nanjiani, qui est un acteur que j'aime bien, hein, qui est un mec assez sympa, qui fait de la stand-up et tout. C'est un personnage qui devient une star de Bollywood, et même ça, ils vont même pas assez loin en fait dans ce genre de truc, parce que pour le coup, je veux dire, de toute évidence, ils le transforment. Encore une fois, cet être d'ailleurs, tu vois, en être extraordinairement narcissique. Oui, ça devient une espèce de superstar de ciné. Voilà, de Bollywood. Et en fait, tu te dis, mais c'est la même logique en fait. Et tout ça, c'est jamais entre guillemets clairement discuté. À la limite, ça fait objet de 2-3 blagues. Mais c'est jamais clairement discuté comme quelque chose de, en fait, tu pourrais être plus que ça, tu pourrais être autre chose que ça, tu pourrais être mieux que ça, tu vois. En fait, non, t'es tristement et désespérément
humain, mais humain en fait aujourd'hui dans les années 2020 quoi, tu vois. Non mais en fait ça me fait un peu penser quand on a fait le podcast sur King Kong et Godzilla là, contre Godzilla, c'était Godzilla contre King Kong, non, je sais jamais dans quel ordre, mais bon bref, mais où on avait parlé en fait du fait que quand tu abordes certains personnages, t'es enchaîné en fait à ce que trimballent ces personnages-là, sinon ces personnages-là tu les trahis quoi. Et moi j'ai rien contre un film qui me raconte la fin des mythes ou des dieux déchus, mais tu le traites vraiment quoi. Or là j'ai l'impression qu'elle le traite par défaut si elle le traite quoi. C'est typiquement le cas. C'est-à-dire que pourquoi pas une star déchue qui a perdu je sais pas moi un truc et tout et qui se retrouve star de qui a cédé au plaisir terrestre, enfin j'en sais rien quoi, tu vois, mais tu le traites comme tel. Tu peux pas te dire d'un côté je demande à mon public de croire que ce mec-là a donné naissance à toutes ces mythologies-là qui irriguent l'humanité depuis la nuit des temps, parce que c'est ça hein, les éternels hein. Et en même temps faire des blagues dans un 4 pièces cuisine genre marier 2 enfants ou je sais pas quoi là. C'est pas possible en fait. Il y a une contradiction fondamentale en fait là-dedans de encore une fois d'échelle de récit. C'est vraiment la grenouille qui a voulu se faire plus grosse que le bœuf quoi ce film. Non mais je voulais rajouter un autre truc qui est plus annexe, mais où j'en ai plein le dos quoi. C'est que Marvel, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps les mêmes récits. C'est-à-dire que c'est le récit de en gros c'est des héros qui sont affiliés à une structure. Et qui doivent combattre un adversaire. Et en cours de route, ils se rendent compte que cet adversaire, il est pas si méchant que ça, et que la structure qui les emploie, elle est très méchante, quoi. Mais j'ai l'impression que Marvel nous ressort ça, mais un film sur 2, quoi. Si mes souvenirs sont bons, alors je l'ai vu, mais je suis un peu trop du Cédar, mais dans Shang-Chi, je crois qu'il y a un peu de ça. Dans Captain Marvel, ça, je me souviens bien pour le coup, parce que c'est les Kree, les méchants, et voilà. Dans le Captain America 2, si mes souvenirs, avec le Shield qui avait mis la main en fait sur tout un truc et tout, quoi. Donc je me souviens très... non, c'était le Shield qui était à la botte, en fait, d'Hydra et tout. Donc j'ai l'impression qu'ils font tout le temps la même structure, quoi. C'est fatigant quoi. Moi j'en ai plein le dos quoi. Aussi de ça, ils veulent pas essayer de trouver autre chose quoi au bout d'un moment. Voilà. Alors justement, pour reparler du MCU et inscrire le film peut-être dans quelque chose, dans un contexte plus large, on peut peut-être dire 2 mots de où est-ce qu'il se situe ce film. C'est le 3e film de la phase 4 qui arrive donc après Black Widow et Shang-Chi et avant Spider-Man No Way Home qui sortira en décembre, le 17 décembre. Dont on parlera ici évidemment, mais c'est un film qui est un petit peu entre deux aussi dans cette timeline. Mais je pense que moi j'ai un autre problème avec ça, c'est que tu sens trop les mecs qui essayent d'élargir tellement leur univers pour tout se permettre en fait. C'est-à-dire que d'un côté les mecs ils ont créé le truc du multiverse, là ils sont en train de travailler ça et c'était déjà en phase, alors je sais pas si Loki fait partie de cette phase 4, mais en fait dans Loki c'était très très clairement planté comme ça, et tu te dis quand tu vois un truc comme Loki tu te dis bon bah oui donc il n'y a plus de règles en fait quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Il y a un personnage qui peut mourir pour revenir de toute façon. Et là c'est pareil en fait. Quand même c'est une sensation que j'ai eue quoi. C'est que les mecs au bout d'un moment ils sont tellement d'élargir le truc. Je reviens souvent là-dessus moi sur ça le temps pour un film, mais je crois profondément aux règles du jeu quoi. À cette notion là, surtout dans le cinéma de divertissement. À cette notion de pour avoir du plaisir à voir un film, il faut que tu comprennes les règles du jeu, qu'elles soient qu'elle joue pas trop en ta défaveur en tant que toi spectateur, et que le maître du jeu qui est le cinéaste ou le scénariste et tout, il les respecte, et que c'est en les respectant qu'il arrive à te surprendre. Moi là ce que je vois dans cette 4e phase de Marvel, c'est que les mecs sont tellement en train d'élargir les règles en gros il y en a plus quoi, que t'as l'impression qu'ils peuvent tout se permettre. Où est le fun là-dedans quoi? Où une révélation va être vraiment surprenante là-dedans? Tout est permis, tout est possible en fait aujourd'hui. Donc je sais pas, je pense que c'était un peu fatal au bout d'un moment, vu la tournure qu'ont pris les événements, et moi j'y crois pas moi ce grand plan de Kevin Feige et tout, j'y ai jamais cru quoi. Mais là vraiment je me dis ouais ça c'est toujours ma question, parce que ça fait un moment que je me dis que le public va pas suivre en fait les Marvel qui vont commencer alors. C'est pas le cas, ça n'arrive toujours pas. À chaque fois, ça continue à cartonner. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, tu te dis, mais ça se délite tellement, ça se dilue tellement dans tout ça,
va bien avoir un moment où les gens vont en avoir juste ras-le-bol, non? Enfin, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la structure en fait du film, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a l'impression de revoir le même film à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que en gros, quand bien même en fait on te mettrait des petits à côté, des petits machins pour te satisfaire, des nouveaux super-héros avec d'éventuels nouveaux super-pouvoirs, même si bon, fondamentalement, moi je sais qu'elle cite Terrence Malick, mais j'ai pas du tout l'impression que ça ressemble à du Terrence Malick. Et bah, pour le coup, et ça je pense que c'est beaucoup le travail des gens des effets spéciaux, tout ça, etc., et je trouve que ça ressemble un peu à du Zack Snyder, quoi, sur plein de points en fait, et notamment la façon de filmer les pouvoirs et tout ça, etc. Mais voilà, et en plus il y a ce truc en fait où ça se noie en plus dans sa propre formule en soi, parce que j'ai pas vu Loki, mais on a vu le Falcon et le Soldat d'hiver, j'ai vu WandaVision, et j'ai l'impression que c'est tout le temps, finalement, ça retombe tout le temps sur les mêmes façons de fonctionner. Maintenant, tu te retrouves avec, il y a Hawkeye qui va arriver à la fin du mois de novembre, il y a le Spider-Man que t'as cité, j'ai même pas suivi ce qui sort en 2022, mais bon, je suis sûr qu'il y en a 4-5. T'as un Sam Raimi quand même? Ouais, t'as Sam Raimi, mais bon, ça fait très très peur, et en gros... il y a Doctor Strange. Ouais, c'est celui-là, ouais, mais il y voilà. a le Spider-Man. Et donc, en fait, au milieu de... Qu'est-ce que j'ai retenu, par exemple, d'un film comme Les Éternels, mais même si c'est très peu, c'est très très peu, il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc qui va se passer là entre le personnage de Don Lee, parce qu'on n'a pas parlé de Don Lee, et d'Angelina Jolie, quoi. Don Lee, c'est une star du cinéma coréen qui vient faire un peu ce qu'il fait, mais en moins voilà, il vient mettre des patates, en gros, des créatures, quoi. Et en fait, je sais pas, il a un personnage qui a un poil attachant parce que c'est Don Lee. Il y a une espèce d'histoire d'amour qui se dresse gentiment avec Angelina Jolie, qui est absolument pas traitée. Et pourquoi est-ce que j'y ai cru pendant 2 secondes? Mais je pense que j'y ai cru tout bêtement parce que d'un seul coup, je me suis dit, ah, mais j'ai 2 stars là. J'ai vraiment 2 vraies stars. Et tout le reste du cast, pour moi, c'est des acteurs. C'est pas forcément dénigrer la qualité, les qualités de jeu. Hein. C'est pas forcément des mauvais acteurs automatiquement, hein, mais c'est des acteurs de séries télé. Et là, j'avais l'impression de voir 2 stars, et mine de rien, en fait, quand on est censé te montrer des créatures mythologiques, tu fais, bon, bah, ça joue quand même, en fait, d'avoir des gens qui dégagent quelque chose de très très puissant et tout, à l'écran, et que tu y crois un minimum. C'est pas grand chose. C'est un couple atypique pour le coup, voilà. Vraiment. En plus, donc c'est pas grand chose, c'est vraiment un tout petit peu. Malheureusement, ils en font quasiment rien à mes yeux, quoi. J'aurais bien échangé ce baiser contre quelques autres baisers ou quelques autres scènes de sexe qu'il y avait dans le film au début, etc., pour y croire, quoi. Un baiser entre eux, quoi. Je sais pas, en fait, c'est des trucs, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui manquait à ce moment-là, ça devait arriver à ce moment-là. Et en fait, ça n'arrive pas, et en gros, je me dis, bon, bah... voilà, le film reste, je sais pas, tristement... ouais, pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, on va confronter une espèce de vision... philosophique en fait de ce qui est censé être la spiritualité et on va l'écraser en fait contre tous les aléas du monde moderne, et c'est tellement ce que Marvel fait depuis toujours sur tous les autres thématiques que voilà, enfin c'est que ce soit le deuil, que ce soit tous ces trucs là, que voilà, quoi, au bout d'un moment bel hommage au costume de Lost in Space quand même. Non, à travers les costumes des super-héros, faut quand même le signaler. Très bien, on finira là-dessus. Finissons là-dessus. Si vous voulez vous faire malgré tout votre propre avis, Eternals est sorti en salle ce 3 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec nous et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de Last Night in Soho, le dernier film d'Edgar Wright, un film qui pour le coup avait beaucoup plu à l'équipe. Alors vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Salut la team. Alors, salut la team Capture Mag. Merci pour votre travail. Je vous suis depuis longtemps. Je vous avais découvert à l'époque où je suivais Yannick Dahan sur Opération Frisson, dont je suis fan aussi. Et voilà, merci pour votre travail. Concernant donc le nouveau film d'Edgar Wright, je trouve que c'est là, je sors de la deuxième visionnage au cinéma et je trouve toujours que c'est un putain de film qui a quelques défauts que vous avez relevés, que je rejoins. Mais voilà, c'est un film qui gagne à être revu plusieurs fois parce qu'il est bourré de détails et c'est un film vraiment, je trouve extraordinaire, le plus abouti d'Edgar Wright évidemment. C'est quand même un putain de film et on en veut encore des comme ça. Ça devrait être interdit de sortir une merde pareille en 2021. Je suis
révolté. Parce que tout est putassier dans ce film. Le scénario, c'est une meuf qui a un syndrome post-traumatique à cause de cauchemars qu'elle fait la nuit. Comment on peut y croire? Sans déconner. La mise en scène en fait des caisses. On a certes des plans qui bougent beaucoup, qui sont faits avec une très grande précision, des plans à l'envers, des bulets, du travelling, de la grue, mais c'est dégoulinant de vulgarité. C'est trop, voilà, ça en fait trop. En fait, Edgar Wright masque son incompétence à être un bon réalisateur avec des pirouettes visuelles et de la couleur partout. Le problème, c'est que, c'est pas beau, en fait. Alors, je trouvais ce film absolument bouleversant, avec un fond et une forme brillante, mais contrairement à vous, j'ai pas du tout eu de souci en fait avec le personnage de Sandy, tout simplement parce que c'est un personnage qui est à moitié fantasmé par Héloïse. On la voit qu'à travers son regard à elle, et parfois elle prend même sa place, elle en devient une sorte d'extension. En fait, le film nous ment même sur son meurtre à un moment, et pour le coup prend le contre-pied complet du giallo, où tout ce qu'on voit est toujours vrai, on a juste mal vu en tant que spectateur. Mais là, justement, le fait qu'on comprenne pas vraiment ses motivations ni qui elle est, c'est normal vu qu'on a volontairement pas toutes les informations dans le film. Sauf à la toute fin, lorsque le point de vue devient réellement celui de Sandy à travers l'explication de Diana Rigg. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Ciao. Et la scène de fin, enfin, l'avant-dernière scène, c'est une masterclass de tout ce qui devrait être interdit dans un film depuis au moins 10 ans. On a vraiment tout. Le retournement de situation de merde, les dialogues de merde, genre « Ok, c'est moi le méchant et je vais tous vous tuer. Non, en fait, je suis gentil, alors de me sacrifier pour que tu t'en ailles et que tu réalises ton rêve. » Bonjour Capture Mag, j'ai vu Last Night in Soho qui a été mon film d'Halloween et clairement je ne pouvais espérer mieux comme expérience pour une telle période. Edgar Wright nous livre un voyage complètement ébouriffant. J'ai été transporté autant par le talent des deux actrices que par ces images qui m'ont autant enivré que bouleversé. Merci Edgar Wright de prouver à quel point une mise en scène valait tous les discours. Merci de faire du cinéma, merci. En vrai, le début de l'histoire est pas trop mal parce qu'on est totalement perdu et ça aurait dû rester comme ça. On n'a pas besoin de ce pathos final de merde là, de cette fausse enquête policière et de ces histoires de schizophrénie. Et donc voilà, et donc on aurait dû rester avec un personnage qui n'a aucune réponse à la fin et en tant que spectateur, on aurait pu rester entre rêve et réalité. Bien le bonsoir. Petit retour concernant Last Night in Soho. Que c'était bon. Oui, le scénario est un peu bancal, l'intrigue secondaire est vraiment peu aboutie, mais putain, quel plaisir de cinéma, quoi. Dès la première scène, t'as des frissons, tellement c'est beau, rythmé, c'est magnifiquement mis en scène, et que dire des deux actrices, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi bien, quoi. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien, maintenant, c'est voir une comédie musicale faite par Edgar Wright. Parce que concrètement, il a tous les ingrédients, quoi. Enfin, voilà. C'était bien. Vive Edgar Wright. Vive le cinéma. Et vive Capture Mag. Allez, bisous. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et merci Alain à la technique. Merci Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien rater, il faut chercher Ça le temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve, pas dans une semaine, mais dans quelques jours pour une nouvelle émission. Salut! Restez pas là.